Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. En route sur les chemins d'Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai et Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma. Bienvenue à tous, merci d'être fidèles au rendez-vous montagne, station, ski, snow, rando et toute l'économie du sport et des loisirs dans nos massifs. À l'heure où les stations profitent encore un peu des pratiquants et des vacanciers, l'avenir se prépare et les discussions grouillent autour du cluster montagne dont vous êtes le président Patrick Grandery. Bienvenue. Bienvenue, merci, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, cluster montagne, ça ne sonne pas très bien depuis la crise sanitaire et c'est contradictoire parce qu'on n'a eu aucun cluster dans les stations de ski, si ce n'est le vôtre, bien sûr. Une structure qui rassemble les acteurs de l'aménagement en montagne, qui accompagne, qui met en lien et qui en assure la promotion. On va découvrir tout ça avec vous dans un instant. Et pour illustrer le dynamisme de nos entreprises et de l'innovation qui jamais ne s'arrête, qui jamais ne stagne et nous élargit encore le champ des possibles, de start-up à pic. Bienvenue. Merci, bonjour. Pascal Roux, vous êtes le cofondateur et le directeur général de cette société qui développe un outil connecté au service de vos sorties nature ou de vos performances sportives également. Et Cap Mountain Park, bienvenue. Bonjour, merci. Étienne Pouessel, donc vous êtes également le cofondateur de cette start-up qui propose des activités tractées inédites. Exactement. Mais d'abord, un petit coup d'œil dans le rétro de ces derniers jours. C'est le grand angle. Et l'actu, c'est bien sûr la fin de saison et toutes les récompenses de notre partenaire Ski Chrono. Les chronos d'or symbolisent le succès de nos équipes de France. La cérémonie est rediffusée sur Télé Grenoble. On y reviendra avec notre consultant rédacteur en chef Laurent Davier que nous saluons dans un prochain numéro de Esprit Montagne. Mais qui dit fin de saison dit fin de carrière avec toute la fête qui va avec. Direction La Plagne pour le jubilé. Julien Liseroux qui a convié ses complices dont s'accompagne Tessa Worley et le champion olympique de slalom Clément Noël ou encore Perrine Lafont, Mathieu Fèvre, Johan Claret, bref, 54 invités à La Plagne. On y va pour rire. Voilà, donc tous les partenaires. Clément Noël et Garance Meyer, vainqueur du super slalom. C'est quand même 301 piquets, 800 mètres de dénivelé et 4 km de descente. C'est plutôt marrant, mais c'est quand même c'est du sport. Et il faut du monde pour organiser tout cela, pour préparer les pistes, pour assurer la promotion, développer les outils, le matériel, c'est un peu tout ça. La mission du Cluster Montagne, c'est le focus de cette édition. Patrick Grandery, est-ce que vous avez songé à changer le nom du Cluster Montagne depuis 1 ou 2 ans? Surtout pas, on assume complètement. Vous allez vous réapproprier ce nom, bien évidemment. Bon, on va continuer de le porter avec fierté. Bon, clairement, c'est pas un endroit où on est là pour se refiler le Covid. Non, c'est un endroit où on est là pour partager de l'innovation et on va en discuter. Et cluster, en fait, ça veut dire grappe d'entreprise. Et à l'origine, les clusters ont été créés pour rapprocher la recherche, l'innovation, les entreprises et créer de la dynamique au sein d'un même écosystème. Et nous, on est le cluster
des équipementiers de la montagne. C'est ça, parce que c'est ce que les initiés savaient avant, mais depuis la crise sanitaire, ce mot a été popularisé justement et associé à cette fameuse transmission, ce groupe de transmission très localisé qui est complètement contradictoire puisque, et d'une, les stations étaient fermées et de deux, ce n'est pas en montagne qu'on peut se contaminer, plus qu'ailleurs en tout cas. Et puis en plus, il avait été créé bien avant la crise sanitaire, ce cluster montagne en 2012. 2012, effectivement. À l'origine, il y avait 10 ans qu'on fête cette année, notamment au Mountain Planet et à notre Assemblée générale du 30 juin. Et à l'origine, c'est la réunion d'une association de la Chambre de commerce de Savoie, Clusters et les industries de la montagne, et de France Neige International, qui avait pour mission d'emmener les acteurs français à l'export, entre guillemets, chasser en meute, et puisque nous avons des concurrents qui font ça très très bien. Et donc, on a réuni ces deux entités pour créer le cluster montagne. Alors, ce n'est pas qu'une structure assez impalpable en surplomb. Alors, c'est du concret. D'ailleurs, on peut vous rencontrer, si bien sûr vous êtes un professionnel, mais sur le Mountain Planet, donc du 26 au 28 avril à Alpexpo à Grenoble. Vous y avez toute votre place, car vous êtes en fait au cœur de tous les enjeux du Mountain Planet. Vous êtes un outil d'aménagement en montagne parce que booster de toutes les composantes finalement de l'aménagement en montagne, c'est ça ? Ah ben bien sûr, puisque on réunit à peu près une centaine de métiers différents au sein du cluster montagne pour à peu près 205 adhérents dans cette association. Et on réunit alors des bureaux d'études, ce sont des sociétés de conseil, des équipementiers, les industriels de l'aménagement de la montagne. On a les ténors, les Poma et compagnie, qui sont les gros et les historiques. Mais nous avons également, et on va le voir aujourd'hui, des startups, des créateurs. On travaille sur l'hiver, on travaille sur l'été. Et en fait, si vous voulez, quand vous allez sur un territoire de montagne, dans le tourisme de montagne, nous sommes les acteurs des offres qui sont proposées aux visiteurs, aux touristes ou aux résidents, que ce soit de l'hébergement, des activités ludiques, touristiques, sportives. Nous, notre métier, c'est de concevoir les offres d'aujourd'hui et de demain au service des territoires. Alors, je vois que ça va d'ailleurs très vite au niveau des adhésions, puisque vous aviez, alors au dernier comptage que j'avais, moi c'était 199, vous dites vous êtes déjà 205 alors. Oui, alors il y a 240 membres, 205 adhérents et un peu plus de 170 entreprises. D'accord. Ça représente à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires et 5 000 emplois directs, à peu près 15 000 emplois indirects. C'est aussi un facteur important. Avant justement de détailler vos activités et vos méthodes aussi, c'était une nécessité. Il n'y avait pas déjà des structures qui faisaient plus ou moins ça auparavant au sein effectivement des chambres de commerce, auprès de toutes ces structures qui proposent de mettre en lien les sociétés, les associations, les acteurs? Alors il y a des structures qui travaillent au service des entreprises et du tissu économique, mais des experts de la montagne et de l'économie de la montagne et de l'innovation en montagne avec une dimension française et internationale, puisque c'est aussi notre ADN, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, le cluster montagne est la seule organisation, à ma connaissance, au monde à réunir l'ensemble d'une filière des acteurs de la montagne. Donc, si je comprends bien, le but, c'est vraiment de promouvoir les Français à l'extérieur. Donc déjà en France, mais aussi autant que possible à l'extérieur. C'est de créer de la rencontre entre l'industrie, les Français de l'industrie de la montagne et les donneurs d'ordre, les territoires, les exploitants en France, mais également d'exporter à l'international ce savoir-faire français qui est reconnu comme une exception mondiale. Il y a 2 grands pôles au monde d'expertise de l'aménagement de la montagne. Il y a les Autrichiens et puis il y a nous. Alors non seulement on doit promouvoir, véhiculer les innovations, créer des marchés, mais fédérer, c'est peut-être le plus important, c'est-à-dire mettre en lien, faire se rencontrer pour générer des activités, des initiatives, des innovations. Oui, c'est l'effet réseau et c'est d'ailleurs la première des motivations des membres du cluster, c'est de venir sortir un peu de leur solitude d'entrepreneur, qui est une réalité parfois, surtout dans les années qu'on vient de vivre, là, ces 2 dernières années, et justement de se rencontrer, de se fédérer, de partager. Et puis, j'allais dire, plus si affinité. On voit des entreprises qui se rencontrent et qui vont co-inventer, par exemple, de nouvelles solutions, ou venir chez nous trouver une dynamique, une proximité au marché, un accélérateur d'innovation. Enfin voilà, on est véritablement une machine pour faire de l'accélération de développement économique. Alors maintenant, on parle de développement durable, ça ne nous a pas échappé. Et on est aussi là-dedans, puisqu'on vient de créer une vice-présidence au développement durable. Mais voilà, notre métier, c'est vraiment la mise en réseau, l'accompagnement à l'innovation et l'accompagnement au développement durable d'entreprise. Je peux vous demander comment est-ce que vous aviez connu le cluster montagne? C'est lui qui est venu à vous ou vous qui êtes venu à lui? Non, moi du coup j'ai entendu parler du cluster montagne la première fois quand j'étais à l'incubateur de Savoie Technolac. Du coup, il est partenaire aussi avec le cluster. Et en fait, c'est eux qui nous ont dirigés naturellement vers le cluster, vu qu'on a une activité qui est du coup dans une pratique qui se fait en montagne. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est redirigé vers eux.
Ça vous a déjà apporté quelque chose? Complètement. Alors nous, du coup, on a adhéré au cluster en janvier 2022, donc c'est tout récent. Mais oui, en fait, déjà par le soutien, en fait, tout simplement que ça apporte. Nous, on est jeunes, on est une entreprise qui est florissante. Donc, avoir rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et même aussi dans l'aspect communication, on a besoin de se faire connaître. On est en plein dans le démarchage et par exemple, c'est grâce à eux qu'on se retrouve ici. D'ailleurs, merci beaucoup. et c'est comme ça en fait qu'on arrive à se faire connaître. Mais aussi par le réseau, en fait, ça regroupe tellement d'acteurs de la montagne. On a forcément envie d'y participer et aussi de participer à la montagne de demain. Oui, et puis savoir qu'on a quelque chose qui nous... Pas qui nous chapeaute, vous êtes indépendant, mais on appartient à quelque chose aussi. Ça, c'est important. Ouais. Et vraiment, le côté aussi, on n'est pas seul. On a besoin de... Voilà, souvent, on est enfermé dans notre entreprise. On a besoin d'un point de vue extérieur et on a aussi besoin des conseils qu'on peut nous apporter en tout cas. Mais il y a parfois des clubs, des entreprises aussi, des sociétés qui regroupent des jeunes créateurs. Qu'est-ce que ça a de plus justement? Tout à fait. Alors en fait, nous, ce qu'il va y avoir de plus à participer au cluster montagne, en fait, c'est le côté montagne. C'est que ça va vraiment être les acteurs qui nous intéressent et on ne va pas s'éparpiller. Il y a déjà beaucoup d'acteurs au cluster montagne qui en fait suffit amplement pour tout ce qui est la diversité du coup de la montagne et de son environnement. Et vous, Pascal Roux? Depuis quand vous êtes adhérent? C'est un peu faussé parce que j'étais déjà adhérent. Patrick présentait France Neige International. Donc depuis les années 2000, je pense. Donc ça fait une vingtaine d'années que j'étais à France Neige International et j'ai participé avec Patrick à la création du cluster montagne. Et j'ai été au bureau d'ailleurs pendant les 2 premières mandatures. Et si j'y suis encore, voilà, je rejoins complètement les propos d'Étienne qui, tout en étant très récent, a bien compris l'enjeu du cluster et l'intérêt d'y être. Et voilà, j'y suis encore et j'y reste. Oui, donc vous avez une vision qui est particulièrement étoffée, parce que très globale aussi, c'est-à-dire à la fois en tant que start-up, mais en tant qu'adhérent de toujours, et pas qu'avec une casquette. Dans des vies antérieures. Et oui, et forcément, on s'intéresse à votre manière de procéder virtuellement ou en présentiel. Alors, on sait que, par exemple, en situation de crise sanitaire, votre assemblée générale se déroule au bord d'un lac, mais quand même de manière très pointue et très précise. On apprend effectivement tout ça. Des conférences, des événements de soutien. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous procédez? Alors, il y a énormément de manières. Bon, l'assemblée générale, c'était pas au bord d'un lac, on l'avait fait en présentiel et on s'était retrouvés. Effectivement, on a beaucoup utilisé le virtuel et on a appris justement à travailler autrement. Avant la crise, tout était en présentiel, les réunions, on se déplaçait, on allait sur site, toujours. Et il y a eu, donc la crise nous a obligés, poussés à travailler autrement, mais quand les crises, c'est toujours des opportunités, on apprend plein de choses. Donc ça a été un accélérateur d'innovation, de changement de comportement. En parallèle de ça, on a fait aussi notre bilan carbone et on a vu que finalement, on pouvait faire un certain nombre de réunions à distance et que c'était plutôt bon pour la planète. Donc ça, on va continuer. Alors, comment on pratique? Il y a des groupes projets, il y a des réunions, il y a des sessions de formation, il y a beaucoup de webinaires virtuels où on partage de l'information, on partage de la connaissance. On fait participer nos membres, on tient à ce que ce soit une association. On n'est pas juste là pour ramener des choses à nos adhérents. On est là pour faire du collaboratif, faire de l'intelligence collective, travailler ensemble. Donc on tient beaucoup à cette mise en route de groupes projets où tous les membres viennent contribuer. Et là, il y a une formidable énergie et on associe les territoires à ça depuis 2 ans. Et on crée quelque chose de vraiment d'exceptionnel en termes de mise en commun d'intelligence et d'idées pour penser la montagne de demain, parce que vous le savez, c'est un vrai sujet. Il y a beaucoup de pression, que ce soit environnementale, du côté des offres, des changements de comportement marketing et d'attente de clientèle. Et on est véritablement là-dessus pour faire sortir toutes les idées et les opportunités possibles. Oui, et j'ajoute que ce n'est pas fermé, c'est-à-dire que c'est à la disposition de tout le monde. On trouve toutes vos vidéos, sans le citer, sur YouTube par exemple. C'est-à-dire que vous avez une page et chacun peut en profiter et pourquoi pas générer aussi des idées. Absolument. Et vous rejoindre. Absolument, ce n'est pas un club fermé d'entrepreneurs. On est, comme je le disais tout à l'heure, vraiment au service des territoires et des clientèles des territoires, que ce soit les résidents ou les touristes. Et tout est ouvert. On travaille avec des élus, on travaille avec des exploitants, on travaille beaucoup aussi avec les universitaires, la recherche, puisque ça fait partie de la dynamique avec que ce soit des sociologues, des spécialistes de la neige, du tourisme. Et c'est vraiment tout ça. D'ailleurs, tous les ans, on édite le cahier des tendances montagne. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un observatoire
on prépare le numéro 4 et on est avec ce genre d'édition sur vraiment des fenêtres ouvertes sur qu'est-ce qu'on pourrait faire demain, comment on pourrait faire différemment, comment on pourrait ouvrir à de nouvelles pratiques. Et c'est ça l'idée, c'est qu'on est tous des chefs d'entreprise, on est des hyper pragmatiques et on a tous un développement à faire et un compte d'exploitation et des comptes à respecter. Mais en même temps, on est des têtes chercheuses, on est des innovateurs et on a envie de faire bouger cette montagne qui nous passionne. Parce qu'on est nous aussi des montagnards. Bien sûr, mais à partir de ce qui existe déjà, avec toutes les qualifications de tous vos acteurs, et de ce qui n'existe pas encore aussi, vous êtes générateur d'idées un peu ? Bien sûr. Bien sûr. Alors évidemment, toute cette économie, aujourd'hui on entend des choses sur le ski, l'après, etc. Faut pas tout mélanger. Évidemment qu'il y a des choses à repenser. Il y a des modèles qui étaient les modèles référents d'hier, qui ne sont plus les modèles d'aujourd'hui. Ça, on l'a compris, mais bien avant la crise. Ça fait 4 ou 5 ans que tout le monde travaille là-dessus. Alors, il y a eu un revirement, justement Il n'y a pas eu un revirement, il y a une accélération de l'innovation et une accélération des recherches de solutions complémentaires au ski. On sait que le ski n'est plus le seul business, mais ça reste le moteur économique des territoires. Donc ça, on veut garder, les territoires doivent garder cette activité du ski, qui est en train d'évoluer, mais qui reste très attractive. On le voit cet hiver, avec des scores là, cette saison qui sont excellents. Mais nous, à côté, on travaille aussi sur des activités complémentaires, que ce soit en hiver ou en été. Vous allez en avoir des témoignages aujourd'hui intéressants et originaux. Et voilà, l'idée, elle est là, elle est de faire évoluer, en fait, et de faire bouger les lignes et de faire évoluer cet écosystème. Mais comme le monde change, il n'y a pas de raison que notre monde à nous ne change pas. Donc on est là pour le faire bouger, pour accompagner ces changements. Alors, on arrive au terme d'une saison hivernale qui a été particulièrement fructueuse. Beaucoup de fréquentation en montagne, sur les pistes. On a retrouvé la vie d'avant aussi en station, mais pendant cette crise sanitaire, il y avait eu énormément de réflexions, de changements d'habitude. On a redécouvert la montagne complètement autrement. On n'en est pas... la formidable saison qu'on vient de connaître ne va pas effacer ce travail qui a été en route il y a un peu plus d'1 an. Non, ça ne va pas l'effacer. Au contraire, je pense que ça va l'accélérer parce que les gens qui sont quelque part responsables du développement touristique ont besoin quelque part d'une économie viable pour pouvoir investir sur le futur. Si on est exsangue, on ne peut pas investir. C'est comme une entreprise. Il faut des moyens pour faire de la R&D, parce que la recherche et développement, parce qu'on peut se tromper, on peut faire marche arrière, on peut repartir dans une autre direction, il faut tester des choses, ça coûte de l'argent, ça prend du temps. C'est pareil pour les stations, les territoires, que ce soit en hiver ou en été, il faut de l'audace, il faut oser, il faut sortir des modèles établis. Et pour faire ça, il faut des moyens humains et financiers. Donc cette saison aujourd'hui, elle vient quelque part un peu nous rassurer quand même, puisqu'il y a des gens qui nous ont dit le ski voilà. C'est fini, etc. On voit bien que c'est pas fini et que c'est encore très attractif. La discipline reine, le ski, le snow, avec les remontées. Et malgré l'absence cette année des clientèles étrangères, on a vu arriver de nouvelles clientèles françaises. Les stations vont essayer de fidéliser ces gens-là. Mais je pense que la suite sera pas, on ne va pas revenir à l'état initial. Aujourd'hui, on a appris des choses, on a compris des choses, on est en train de faire bouger. Donc tout cet environnement de la montagne touristique ou de la montagne tout court, parce que la montagne, c'est aussi des gens qui y habitent, c'est du pastoralisme, c'est des gens de la ville qui ont envie de venir travailler en montagne, en télétravail. Il faut regarder tout ça globalement, et c'est tout ça qui va se mettre en place. Et je pense qu'on ne reviendra jamais au modèle d'avant. C'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer. Avec en plus très bien. L'idée directrice qui va vous mener au développement durable. Vous l'avez dit, vous avez fait votre bilan carbone. Il est là l'enjeu. Il est là l'enjeu. Venir au ski, faire du ski toujours, pourvu d'avoir un bilan carbone absolument satisfaisant. Ça va passer bien sûr par les transports, par les aménagements. Il faut travailler aussi de manière très étroite avec les collectivités, j'imagine, et accélérer les idées. Bien sûr, vous le savez, la priorité des stations, c'est d'avoir des activités le plus décarbonées possible. Donc nous, on les accompagne parce qu'on travaille aussi dans nos entreprises pour optimiser tout ça. On a la chance d'être vraiment sur des circuits courts. Nous, on travaille plutôt dans les vallées que sur les sommets, mais nous sommes en complément sur les vallées alpines, puisque 80% de l'économie de cette montagne se situe sur le sillon alpin, donc entre l'Isère et les Deux-Savoies principalement. Et aujourd'hui, toute cette économie, elle se fait avec des acteurs locaux. Donc on est plutôt sur des circuits courts. On produit beaucoup en France. Donc on est un peu les bons élèves de la relocalisation. Et si vous voulez, ça participe de limiter les enjeux carbone. Et alors, dans le développement durable, il y a 3 dimensions. Il y a une dimension écologique, environnementale. Il y a une dimension sociale.
Nous sommes créateurs d'emplois, et c'est important. Et il y a une dimension économique. On est un facteur de l'économie des territoires. C'est ce qui permet que les gens restent dans les territoires, qu'il y ait des écoles locales, qu'il y ait des entreprises. Et c'est la vie, tout ça. Donc on n'est pas que dédié au tourisme, on est vraiment orienté sur la vie dans les montagnes, dont le tourisme est une composante importante. On parlait de l'activité pastoralisme. Est-ce que justement, vous avez parmi vos 205 adhérents des exploitants, des fermes, qui justement peuvent être intégrés à toute cette chaîne du développement local et développement durable? Alors, à proprement parler, on n'a pas vraiment de gens qui sont purement exploitants, mais on a des gens qui travaillent, qui réfléchissent à des modèles alternatifs, justement, de l'agriculture, qui mixent des métiers de l'agriculture avec un peu d'agroalimentaire local, avec des gîtes touristiques, de l'hébergement. Et ça, c'est la nouvelle tendance aussi. Et effectivement, on a avec nous des gens qui travaillent là-dessus et qui sont très proches de ces milieux. Et nous, on n'est pas uniquement... on a pu parfois être qualifié de bétonneur de la montagne, et c'est une image qui est complètement fausse. Alors, il y a du béton à la montagne, il y a des constructeurs. Tout ça, c'est en train d'être aussi un peu remis en cause avec des habitats beaucoup plus écologiques. On construit, on bétonne, mais autrement. On construit, mais ça. Oui, on bétonne maintenant le moins possible, mais surtout on construit de manière raisonnée, de manière durable. On reconstruit aussi. Autour de ça, voilà, on reconstruit. Et puis surtout, on propose des activités qui sont des activités douces. Il y a de plus en plus de VTT, il y a les Via Ferrata, il y a les activités comme celle de Cap Mountain, là, qui sont à la fois en hiver, en été, qui sont des alternatives. Voilà, on est en train de chercher des solutions les plus créatives, les plus douces et celles qui ont l'impact le plus faible possible aussi en termes d'environnement. Mais on est surtout là aussi pour donner la banane aux visiteurs, aux clients et aux touristes. C'est créer du plaisir, créer des émotions, donner envie à ces gens de revenir, puisqu'on sait très bien que le tourisme en montagne, c'est des bienfaits physiques, c'est physiologique, ça a même été prouvé scientifiquement. Et la montagne a aujourd'hui une attractivité exceptionnelle. Alors, comment est-ce qu'on mesure le poids de votre soutien, le succès de vos initiatives, en fait comment est-ce qu'on mesure ce que génère le cluster montagne cluster montagne, alors à retrouver en Mountain Cluster Planet, montagne. Nous, on le mesure tous les ans à l'attractivité, puisqu'on a de plus en plus d'adhérents, on a des jeunes sociétés qui se créent, on favorise la création d'entreprises. On le mesure aussi par la place du cluster montagne dans l'écosystème. On travaille beaucoup avec les élus, avec les exploitants, je le disais, avec les universités. Aujourd'hui, on est vraiment un acteur de l'écosystème. Et puis, on le mesure, je dirais, par la diversité de ce qui est proposé dans les stations. On voit monter beaucoup d'activités en été. On voit des nouvelles activités en hiver. Il y a du snowtubing, il y a des Via Ferrata, des tyroliennes, des activités nouvelles, des systèmes digitaux. Le numérique aussi est en train de monter au service de ces activités touristiques et de l'exploitation. Il y a toute cette dynamique. Et puis, on le voit sur des événements comme le Mountain Planet, où on a des délégations, on a plus de 200 personnes qui vont venir de toute la planète, qui sont des décideurs du monde du ski mondial et qui vont venir en France à l'initiative du cluster montagne, puisque nous sommes la force d'accueil et de l'organisation de l'accueil des délégations pour le compte du salon. Ça, c'est une des missions importantes du cluster montagne aussi. Donc on a ce côté référent à l'échelle internationale. C'est une manière de mesurer aussi notre efficacité. Et puis la manière aussi de répondre à ma question, c'est de la poser directement à un adhérent. Alors un adhérent de toujours. Donc Pascal Roux, comment est-ce que vous jugez le poids? En quoi est-ce que ce cluster montagne vous a été si bénéfique et pourquoi y êtes-vous encore? Ouais, le cluster est quelque chose de passionnant par le dynamisme et effectivement les rencontres qu'on va y faire. C'est vrai que Patrick l'a mentionné. Ça bouge tout le temps. Un vrai prétexte, c'est le réseau, c'est rencontrer des tendances, rencontrer des avis, comprendre un petit peu ensemble la perspective vers laquelle on va. Et puis ça peut générer des vraies opportunités de regroupement d'intérêts de différentes entreprises, de compréhension d'enjeux ensemble. Alors c'est vrai qu'on utilise souvent le terme de chasser en meute, mais voilà, de se rassembler, d'avoir une initiative un petit peu collective et une intelligence collective, que ce soit pour le marché intérieur, d'ailleurs avec là on est chahuté tous, hein, voilà, qu'est-ce qui nous arrive, comment on va s'y prendre, et c'est vrai que être isolé et réfléchir dans son coin, ça risque d'être un petit peu enfermant, et la tendance aujourd'hui est plutôt au partage et plutôt à la synergie et la complémentarité des offres pour arriver à quelque chose d'assez fluide dans l'expérience client ou dans l'achat qu'ont nos clients directs que sont les stations de ski, les opérateurs des domaines skiables.
Donc, voilà, même en confinement et surtout en confinement, justement. Là, ça a été une valeur presque refuge aussi, et en tout cas une garantie de la poursuite de vos activités, ce cluster. Oui, il y a une très très forte mobilisation de l'équipe opérationnelle du cluster qui a permis de nous retrouver par visioconférence à des débats, à des réunions, même de continuer à avoir des contacts avec des opérateurs de stations en France et à l'étranger, avec des webinaires, avec des visios qui étaient même, je crois qu'il y en a une qui était sur 2 jours. Donc garder le lien et trouver des solutions. Oui, complètement. Non, ça a été très fort. Et voilà, après, il y a un pôle de ressources, de compétences et d'emploi, qui est une plateforme qui est mise à disposition. J'ai eu à recruter par ce biais ou déposer des annonces. Il y a les cahiers tendances, des laboratoires qui permettent de comprendre un petit peu justement les territoires, qu'est-ce qu'on va faire avec eux. C'est un ensemble de compétences et de filières d'intelligence qui est redoutable. Alors, un petit zoom sur votre produit, justement, puisque vous êtes 2 startups très différentes à toutes les deux, mais adhérentes à ce cluster montagne. Ça représente donc les nouveaux besoins APIC. Donc, c'est le nom de votre société APIK, avec le produit qui s'appelle le KIP. Donc, c'est à l'envers, c'est ça. Expliquez-moi, montrez-le-nous, ce petit boîtier que vous avez ici. Qu'est-ce que c'est que ce petit boîtier ? C'est un GPS ? Alors, c'est un GPS. Il y a un GPS à l'intérieur, effectivement. L'idée de ce boîtier, c'est d'être porté par les gens qui sont en montagne, qui sont en montagne à titre professionnel ou individuel, d'une pratique outdoor, sportive. Donc un sportif de haut niveau, comme un skieur du dimanche, comme un... Tout à fait. Donc, on s'adresse... Un planchiste sur un lac quelconque. Voilà. Tout à fait. D'accord. Ouais, non, c'est vraiment toute saison. Tout type de pratique, tout type de niveau, c'est vraiment le plus grand nombre. Le projet avec cette balise est d'accompagner le pratiquant dans un risque. Alors, on ne sera pas un objet de sécurité en proprement parler, on n'est pas un casque, on n'assure pas la sécurité de la personne. Par contre, on va sécuriser le fait que si cette personne est en détresse, on va pouvoir venir le récupérer de façon certaine, parce que ce boîtier est communicant à très grande distance. Et des services de secours avec qui on travaille, donc les services du PGHM ou des CRS Alpes, par exemple, ont des dispositifs ou services des pistes qui vont pouvoir capter à très grande distance, plusieurs kilomètres, les signaux de cette balise pour venir la récupérer. Donc c'est-à-dire, on a même vu des parapentes, c'est-à-dire où que soit la personne, dans quel milieu qu'il se situe, c'est une forme de balise, mais lorsqu'on est en détresse, on n'est pas toujours... Est-ce qu'on a quelque chose à actionner nécessairement ou est-ce qu'on peut d'emblée géolocaliser la personne ? Alors, on peut, si on n'a aucune information sur la personne à distance, on peut trouver la balise, effectivement, on peut l'interroger. Là où on a une grosse innovation, on a deux grands thèmes. On est globalement dans le digital, ça veut dire qu'on est sur un objet communicant qui envoie dans les airs des signaux d'identité et éventuellement d'alerte, effectivement. Donc, vous le créez, justement, cet outil. Vous le concevez de A à Z. Voilà, tout à fait. Nous, alors, la société a été créée par la rencontre que j'ai faite avec les gens qui ont inventé une technologie de communication dans l'univers des objets connectés. Donc, les objets connectés, c'est ce qui fait la Smart City, etc. Et la Smart Mountain. Voilà, l'idée, c'est d'aller un petit peu encourager la Smart Mountain. Voilà. Tout à fait. Alors, sans en faire trop, en restant... Mais voilà, en tout cas, on est sur un produit qui a prouvé qu'il avait du sens, avec ce côté digital. Donc, on va envoyer de l'identité numérique à qui va vouloir l'entendre, va pouvoir l'entendre. Un autre objet similaire. Donc moi j'ai ce petit boîtier sur moi, je vais faire du ski, une sortie ski de rando. Je prends ce boîtier, je me perds, ça arrive. Ça arrive. Qu'est-ce qui se passe ? Donc si vous êtes en détresse, si on n'a pas de nouvelles de votre retour, on viendra lancer une opération comme aujourd'hui de recherche. Et la différence, c'est qu'avec un objet comme ça, on peut scanner... Qu'est-ce que c'est ça ? Montrez-le bien. Voilà, donc ça c'est un objet qu'on a appelé le Finder. D'un terme plutôt anglophone, mais qui veut dire qu'on va vous trouver avec ça. Donc, on scanne le massif dans lequel vous êtes parti. Et qui ont ça, c'est les services de secours. Les services de secours disposent de ça, vont scanner le massif dans lequel vous êtes parti et vont pouvoir écouter votre balise, se connecter à votre balise. Et là, c'est la deuxième grande innovation. C'est à très grande distance, on va se connecter à votre balise pour diriger l'équipe de secours sur votre position très précise. Alors, si vous n'avez aucune alerte, vous pouvez effectivement appuyer volontairement en disant « je suis en détresse ». Et si vous avez un accident qui fait que vous êtes empêché, automatiquement, la détresse va pouvoir être générée sous une analyse du comportement de la balise qui a également un baromètre, un accéléromètre. Voilà, il y a vraiment une richesse électronique à l'intérieur. Donc, c'est l'outil absolument complet, finalement, qui n'existait pas encore.
Voilà, on vient sur une frange où il n'y a pas de produit équivalent, parce qu'au-delà de communiquer entre eux, donc plusieurs balises communiquent entre eux, on communique avec un réseau, on peut rapatrier à distance sur des applications sur smartphone le suivi à distance d'un proche. Les secours sont équipés et on va aller du coup vers des événements sportifs, vers les opérateurs des domaines skiables quand ils sont en déclenchement d'avalanche, damage la nuit pour pouvoir interagir avec les skieurs de randonnée, les motoneiges. Voilà. Il y a tout un environnement sur lequel aujourd'hui on va pouvoir venir, indépendamment des téléphones et des réseaux GSM. Et indépendamment des ARVA, j'ai oublié le nom, les nouveaux... DVA. Les DVA, voilà. Ça ne remplace pas le DVA. On n'est pas du tout sur ça la même... Ça ne se substitue pas. Non, on n'est pas du tout sur le même objet, on va dire. On est sur de la très grande distance. On communique entre objets, on s'informe, on est dans le digital, on est vraiment dans cette perspective-là. Ça peut aider, en fait, c'est pas antinomique, voilà. C'est tout à fait complémentaire. Ça veut dire qu'on ira très vite à proximité quand on est sur un couloir d'avalanche, on ira très très vite sur la recherche primaire. Voilà, après, la recherche finale peut être faite avec le DVA comme d'habitude. C'est une communauté qui a l'habitude d'utiliser ces outils on ne vient pas les remplacer. Par contre, on va venir, vous l'avez pointé tout à l'heure, sur toutes les activités, toute la saison, toutes les saisons, toutes les pratiques et tout niveau. Donc ça, et tous les types de sorties. Alors, ça existe déjà. Le produit, il existe. Le produit existe, on l'a développé pendant 2 ans et demi. Donc aujourd'hui, il est commercialisé au service professionnel depuis malheureusement 1 an. On n'a pas eu de chance l'année dernière. Mais ça commence. Mais voilà, ça commence. On est sur une 12aine de stations avec des réseaux et des outils qui tournent. Et le produit grand public, lui, est commercialisé à partir de la semaine prochaine. Ah, est-ce qu'il est coûteux? Tout est relatif, mais non, on est à 349 €. Le boîtier. Le boîtier et 2 ans d'abonnement, puisqu'on est dans du service digital. Donc voilà, on a tout compris, l'abonnement est compris. Voilà, pendant 2 ans, 349 €. D'accord, ce qui peut être assez rentable si on sort beaucoup. Ça peut aller très vite. Par exemple, pourvu de ne pas l'utiliser, c'est le but. Finalement, le but, c'est la sécurité. Voilà, l'utilisation, en fait, n'est pas forcément dans la recherche ultime de la personne en détresse. Alors, c'est ce qu'on va vous promettre, bien évidemment. L'usage, c'est je le prends et tout le monde est rassuré. Je suis rassuré, mes proches sont rassurés. S'il y a un événement, on viendra me chercher. C'est là la valeur ajoutée du produit, c'est d'être rassuré pendant sa sortie. Mais alors, vous disiez des exploitations même professionnelles pour les athlètes de haut niveau. Par exemple, en stage à Ushuaïa, la famille peut savoir où est le proche. Qu'est-ce qu'il fait et où il est? Tout à fait. À partir du moment où on peut avoir une connexion Internet, le dispositif va communiquer avec nos serveurs et on renvoie l'information à qui a le droit de voir. Tout le monde en est oui, avec mais ça, RGPD, c'est un des usages etc. que vous proposez. Voilà. Tout à fait. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on va s'adresser aux gens qui ont des organismes en responsabilité de groupe, les moniteurs, les guides, avec des marques comme le Club Med ou l'UCPA. Ce sont des gens intéressés, les fédérations d'escalade, de montagne, etc. Vous êtes combien? Aujourd'hui, nous sommes 14. Vous recrutez? Toujours. Sous réserve de notre succès commercial. D'accord. Et si oui, je peux s'adresser au cluster montagne, qui saura faire le lien, etc. Oui, tout à fait. Ben merci, bonne chance alors à ce produit. Et bon, redynamisme après cette crise. D'ailleurs, surtout, il aurait bien servi pendant la crise sanitaire, lorsque les remontées ne fonctionnaient pas et que tout le monde, d'abord dans le cadre d'1 kilomètre réglementaire, puis 10, puis... Voilà, effectivement. Une autre évolution, d'ailleurs, était comme hiver, le tractage. Et Cap, je vais y arriver avec ce Mountain, c'est pas facile à prononcer à la française, le Cap Mountain Park, qui est un prestataire d'animation qui propose des activités tractées. Et le tractage, c'est l'avenir de la glisse? Exactement. Nous, en fait, on est une toute jeune entreprise qu'on a créée en août 2021 avec mon associé Lola Chotan. Et voilà, le concept, en fait, c'est de proposer des activités tractées en tout temps, en tout lieu et en toute saison. Du coup, en fait, ces prestations, ça sera des animations qu'on va proposer à des offices, à des communes. Le concept, je ne sais pas si vous connaissez le wakeboard. Ouais, du coup, tracté par un téléski sur l'eau. Oui. Voilà, donc on propose... Du coup, après du ski nautique, etc. Nous, ça va être le même concept, sauf qu'on va pouvoir se déplacer où on veut et en fait proposer des activités, que ce soit sur la terre, sur la neige ou sur l'eau. Alors, on va regarder pour visualiser un petit peu ça. Comment est-ce que ça se présente? On voit de plus en plus justement ces activités indépendamment, certains lacs qui proposent des outils. Vous, en fait, vous développez le produit et le but, c'est de généraliser vraiment les pratiques avec votre produit. C'est ça. En fait, le projet de Cap, c'est de pouvoir proposer des animations partout. Alors, par exemple, pour une station qui a besoin de fidéliser sa clientèle et de proposer des nouvelles animations, qui est de la neige ou justement
s'il y a un manque de neige, on va quand même pouvoir proposer des activités. Mais ça va être aussi pour une commune qui dispose d'un lac, de pouvoir proposer un événement sur une journée, une demi-journée ou plus, de proposer différentes activités, que ce soit pour des très bons pratiquants, mais même des choses ludiques pour des débutants, comme de la bouée tractée, du snowtubing, comme on parlait. Mais c'est tracté par quoi? On voit pas sur les images en fait. Alors en fait, on voit un câble, on voit un palonnier en fait, mais on ne sait pas. En fait, on a un téléski nautique qu'on va mettre en place avec une poulie retour. Et en fait, le principe, ça va être de faire des allers-retours en continu, sans jamais s'arrêter. En fait, la vitesse va permettre qu'on va pouvoir faire un demi-tour et continuer de pratiquer sans jamais s'arrêter. D'accord. Et en montagne, là, par exemple, c'est où? On dirait du kite. Alors. C'est ça, en fait, le câble qui est très fin, en fait, est presque invisible à l'œil nu, quand on regarde de loin comme ici, en fait, permet de nous tracter. On a un palonnier, ce qu'on appelle un palonnier, c'est un triangle qui permet de se faire tracter. Et par exemple, voilà, là, on peut s'installer sur des lieux où il n'y a aucune installation. Et nous, il y a aussi l'aspect environnemental qui est important, c'est qu'on ne laisse aucune tracte et on ne dégage aucune hydrocarbure. Oui, mais alors, il y a quoi en montagne? C'est tracté par quoi? C'est-à-dire, là, on a vu des grands espaces. Alors, notre machine, c'est un treuil, en fait, qui fonctionne avec 2 poulies. Une qui va se dérouler, une qui va enrouler. Et en fait, on va mettre une poulie retour à un autre endroit. Du coup, ce qui va faire qu'en fait, on va faire un va-et-vient, en fait, accroché à une corde et qui va du coup nous tracter. C'est très troublant parce qu'on ne voit rien en fait. Sur ces images, on ne voit pas du tout. C'est justement cette dimension de liberté que vous prenez, que vous véhiculez. Je vais quand même essayer de retrouver, puisque donc là, sur les activités d'hiver, c'est justement le plus intriguant. Et en plus, vous profitez du brouillard pour qu'on voit encore moins le système de tractage. Vous êtes malin. Alors, c'est de la corde en fait de parapente qui fait 3 mm. Et en fait, qui a une grosse résistance. Ouais, c'est tout petit, mais qui a assez de puissance du coup pour nous tracter comme on veut, que ça soit même en montée si on veut. Ça, c'était le but, c'est-à-dire que ce soit le moins visible possible pour avoir l'esprit le plus libre possible. Alors ça, c'est plutôt le côté pratique pour en fait pouvoir avoir une distance de pratique qui peut être longue. Si on aurait une grosse corde, on ne pourrait pas se permettre d'avoir une si petite machine. Du coup, ce qui fait que là, on a 600 mètres de corde qui permet de pouvoir faire une pratique jusqu'à 200 mètres. Du coup, 400 mètres de pratique aller-retour. Alors, sans installation nécessaire, si ce n'est vous. C'est-à-dire que vous pouvez vous greffer à un événement, vous pouvez vous greffer à une montagne sur demande, de manière ponctuelle ou régulière. Exactement. Définitive. En fait, nous, on propose nos prestations qui a entre guillemets clé en main, où en fait, on va faire tout ce qui est installation pour mettre la machine en hauteur s'il faut, pour ne pas être gêné par le câble, justement. Et c'est pas très volumineux. Enfin, non, ça ne demande pas une grande logistique. Pas du tout, en fait, tout rentre dans une petite camionnette et l'installation est très rapide. En fait, une fois qu'on est sur place, en très peu de temps, on est mis en place et on peut proposer nos animations. Petite camionnette électrique. Bien sûr. Et c'est le but. C'est le but. On a dit le but aussi, c'est décarboner, puisque aussi au niveau des activités nautiques, moi j'aime beaucoup le ski nautique, par exemple. C'est vrai que c'est quand même assez sympa. On voit de plus en plus aujourd'hui d'activités tractées sur les lacs, donc des téléskis nautiques. Le but, c'est aussi de remplacer les bateaux à un moment donné ou offrir un système complémentaire. On ne pourra pas remplacer les bateaux parce que tout le monde, ceux qui en ont, vont pas changer, je pense. Et comme vous le dites, c'est une pratique qui est différente. Nous, en fait, ça va être un entre-deux avec la liberté en fait, de pouvoir profiter d'endroits où il n'y a pas d'installation fixe, comme les wakeparks, mais du coup de se déplacer et de proposer à des personnes qui sont propriétaires d'un lac ou un endroit où il n'y a pas de bateau, de pouvoir pratiquer quand même un sport de glisse. Bon, c'est quand même assez coûteux, tout de même. Alors actuellement, on s'adresse uniquement aux entreprises comme les offices de tourisme, les communes, ce genre de choses. Et là, on est en train de développer, justement, on est encore jeune, on se permet de pouvoir étendre un peu notre clientèle pour pouvoir s'adresser à du particulier. Le but, c'est des installations pérennes ou c'est de l'événementiel? Alors, notre but, c'est uniquement de l'événementiel, de se proposer du coup sur différents secteurs et d'être nomade. Très bien. Les prochains projets, justement? Alors, on peut vous voir, je sais pas, on pense par exemple à des festivals comme le High Five, par exemple, qui est vraiment au bord du lac d'Annecy. Ça s'y prêterait complètement? Ça s'y prêterait complètement. Nous, pour l'instant, par exemple, on va être au Ménur très prochainement pour proposer une animation d'afterski. Après, en fait, on n'est pas fermé. Notre activité permet de pouvoir proposer tout type de choses. Si vous voulez faire un water jump, par exemple, pour sauter dans l'eau et prendre de la vitesse, c'est utilisable aussi comme ça. C'est pas dangereux? Ce n'est pas dangereux. On est là pour surveiller et pour du coup encadrer les pratiques. On a vu les bouées tractées, les enfants peuvent en profiter. Voilà, c'est à partir de 3 ans pour le snowtubing, il n'y a pas de souci. Après, c'est à nous de gérer la vitesse. En fait, on peut réguler la vitesse pour s'adapter à tout niveau. C'est sympa, vous avez testé déjà?
Non. Ah, allez, Bientôt, bientôt, j'ai hâte. Que ce soit hiver comme été, en tout cas, on voit ici toute l'illustration de la diversité des activités que vous pouvez soutenir, accompagner et fédérer. Donc, bravo pour cette initiative. Vous êtes combien, vous aussi? Alors nous, on est 2, du coup, seulement mon associé Lola Chotin et moi. Avec des prestataires que vous faites Oui. intervenir. Alors non, en fait, nous, on est totalement vous indépendants. faites tout clé en main. Voilà, c'est ça. Vous recrutez? Pas encore, mais bientôt, j'espère. Le but, c'est de le faire, C'est ça. justement, et de vous étendre géographiquement aussi. Pour l'instant, Exactement. vous êtes localisé en Savoie. Alors, on est localisé à Aix-les-Bains. Après, nous, notre secteur, notre zone de chalandise, c'est Rhône-Alpes. Donc, Très bien. on peut se Bon, déplacer. alors à bientôt ici en Isère. Merci pour ces témoignages. On vous retrouve aussi en Mountain Planet si les professionnels qui nous regardent veulent vous rencontrer, ont des petites idées pour vous. En tant que, du coup, visiteur, mais on y sera. Bon, et sinon, il faut s'adresser justement à vous, à tout le cluster montagne. Patrick Grandery, vous répondez à tout le monde, bien sûr. Et on rappelle que le but, c'est de fédérer et générer encore des idées, des initiatives, des activités. Favoriser l'innovation. Exactement. Merci beaucoup d'avoir présenté toute votre activité ici sur notre plateau. Bonne chance pour votre développement. Merci beaucoup. Et merci. Bon Mountain Planet. Du coup, on le rappelle, c'est du 25 au 28 avril prochain à Alpe Expo. Et merci à vous tous. À très vite. Mountain Planet donne rendez-vous à tous les acteurs de la montagne dans Esprit Montagne. Le groupe SAMC et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. C'était Esprit Montagne avec la gamme électrifiée de Hyundai Jeanlin Automobile à Échirolles. Au cœur de nos massifs avec Esprit Montagne et Poma.